Ce matin, les infrastructures du projet Backbone national des télécommunications ont été réceptionnées. La valeur financière, 59 milliards de francs CFA. Les équipements doivent permettre une connectivité nationale et internationale en large bande. Un invité dans ce journal, Dr Nafissatou Ouedraogo, directrice du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FERCIT, la 13e édition, s'est ouverte ce matin. C'est le sujet de l'entretien. Et puis enfin, Koundé 2021, dont Sharp de Batoro, Sisbi, Desaltino, Imilo Le Chanceux et Amzi sont en lice pour le Trophée d'Or, cette 20e édition, mais en compétition, 75 artistes nationaux et internationaux à travers 15 catégories, on en parle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous débutons par le procès Thomas Sankara, début des auditions au 3e jour d'audience donc. Premier à s'exprimer, Élisée Yamba Ilboudo, militaire à la retraite. Dans l'histoire, il avait conduit au Conseil de l'Entente le commando qui a assassiné le président Thomas Sankara. Yamba Ilboudo est accusé de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État et d'assassinat également. Des faits qu'il reconnaît, mais avec la précision que sa seule action dans les événements fut de conduire la mission sans en comprendre le but. Aussi, aujourd'hui, le tribunal a autorisé la libération provisoire des accusés à la demande de leur avocat, sauf le général Gilbert Diendéré, condamné dans le cadre du putsch de 2015. Toutes les précisions avec Michael Toukri. À l'époque des faits, Élisée Yamba Ilboudo était soldat de première classe. Affecté au service sécurité de Blaise Compaoré, il faisait office de chauffeur de Yacet Kafando, chargé de la sécurité de Blaise Compaoré, numéro 2 du régime du Conseil national de la Révolution et ministre en charge de la justice. Le mis en cause est poursuivi dans les événements tragiques du 15 octobre 1987 par la justice militaire pour attentat à la sûreté de l'État. Entre reconnaître les faits et puis reconnaître qu'il était le 15 octobre, il y a quand même une nuance. Défendre son client, aider aussi à la manifestation de la vérité, mais pas entraver. Il faut défendre le client avec les moyens qui sont dans le dossier à l'instruction, mais je ne pense pas que ça soit une ligne de défense. Excusez que je ne vous donne pas ce que je vais faire demain, mais vous le verrez. Dans sa stratégie de défense, Élisée Yamba Ilboudo dit reconnaître les chefs d'accusation, mais nie avoir participé à l'assassinat du père de la Révolution, Thomas Sankara. Son rôle était de conduire Yacet Kafando au Conseil de l'Entente ce jour-là. Le parquet militaire, tout comme l'avocat de la famille Sankara, Ferdinand Zepa, vont lui opposer sa déposition faite devant le juge d'instruction en octobre 2016. Mais le soldat de première classe ne reconnaît pas les propos, du moins quelques éléments qui lui sont attribués dans cette déposition. Pour l'avocat de la défense, l'accusé, Élisée Yamba Ilboudo a été très courageux lors de sa déposition devant le juge d'instruction. Mais ce mardi 26 octobre, devant la barre, le commando reste très timide et évasif, surtout quand il est question d'évoquer la présence de Gilbert Diendéré, qu'il aurait vu organiser une réunion selon sa déposition. Vous êtes aperçu aujourd'hui qu'il avait un peu de trou de mémoire. On ne sait pas si c'était volontaire ou pas volontaire. Donc voilà un tout petit peu la situation dans laquelle on s'est trouvé. Le parquet a eu du mal à poser des questions, à obtenir des réponses. J'ai essayé à mon modeste niveau de l'amener à parler en le mettant en confiance. Mais vous avez vu que le personnage, il n'est pas facile. Il a certainement des pressions. Vous avez vu qu'il a exactement décrit comment ils sont partis. Mais quand on arrive au nom de Diendéré, qu'il a pourtant dit dans le dossier d'instruction qu'il avait vu au conseil avant les faits, aujourd'hui il dit qu'il ne se souvient pas s'il avait vu Diendéré, qu'il a mal à la tête, qu'il a eu un accident. Mais il se souvient de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Mais quand il faut prononcer le nom de Diendéré, il dit qu'il n'a pas le souvenir.
Voilà un tout petit peu la difficulté dans laquelle on était aujourd'hui. Un peu plus tôt dans la matinée, c'est un lot de 7 archives diffusées par le parquet militaire. Des éléments essentiellement sonores qui tentent d'expliquer les événements du 15 octobre 1987. La requête des avocats de la défense demandant la liberté provisoire pour les clients a également été approuvée par le président du tribunal. Tous les accusés sont donc en liberté provisoire, excepté le général Gilbert Diendéré, déjà condamné dans le procès du putsch manqué. Je lui ai dit qu'il rentrerait dans l'histoire. Ce 26 octobre, réception des infrastructures du projet Backbone national des télécommunications. Un projet lancé en 2017 par le président du Faso est estimé à environ 59 milliards de francs CFA. Les équipements réceptionnés vont traiter 2001 km de fibres optiques à travers 66 localités en vue donc de permettre une connectivité nationale et internationale en large bande. On en parle avec notre reporter Serge Kabouret. Puissant levier de développement économique et social, le numérique pose aujourd'hui la nécessité de la mise en place d'un réseau de télécommunications moderne à travers la fibre optique. Fort de ce constat, le gouvernement burkinabé, à travers le Premier ministre Christophe Dabiré, a procédé à l'inauguration ce 26 octobre à Koudgou des infrastructures du projet Backbone national des télécommunications en fibre optique. Au total, ce sont 2001 km de fibres optiques répartis sur 66 communes qui ont été réalisées. L'État a entrepris de construire une infrastructure mutualisée qui va servir non seulement à ses besoins, mais aussi aux besoins des acteurs du secteur que sont les opérateurs. Il va sans dire que les backbones, en réalité, ce sont des réseaux qui permettent d'interconnecter les villes. C'est un peu à l'image des lignes haute tension de la Sonabel. Une fois qu'on arrive dans la ville avec une ligne haute tension, après il faut de la basse tension. Donc dans le domaine des télécoms, on n'a pas l'ONEA ou bien la Sonabel qui va jusqu'à chez l'habitant. C'est des acteurs privés. Quand vous prenez votre téléphone, c'est Move, c'est Télécel, c'est Orange ou bien c'est des fournisseurs d'accès Internet. Financé par l'État burkinabé et la Banque de Chine d'un coût total de 59 milliards de francs CFA, ce projet vise à interconnecter le pays des hommes intègres avec les câbles sous-marins et développer la connectivité nationale et internationale en large bande. La transformation digitale, comme vous le savez, est un levier important du développement économique de nos pays. Tout à l'heure, dans les discours, vous avez noté que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la banque, dans le domaine du commerce, le numérique est présent et c'est le numérique qui permet d'avancer. Dans le domaine de la gouvernance également, pour ce qui concerne la transformation de notre administration, le numérique est présent. Il faut que l'on travaille à faire en sorte que les infrastructures qui ont été mises en place puissent servir d'abord à l'administration, au développement de notre administration qui accompagne tout processus de développement. Pour la gestion de ce backbone, un réseau national a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres international. Afin d'assurer cette gestion, nous avons déjà tout entrepris pour créer une nouvelle société qui sera dédiée à la gestion de ce backbone et qui aura pour mission de développer et d'entretenir le backbone et d'assurer l'accessibilité des ressources aux infrastructures, aux différents acteurs du numérique. À noter que la mise en service et l'exploitation des équipements réalisés dans le cadre de ce projet vont contribuer à la modernisation de l'administration publique, à l'amélioration de l'efficacité et de la compétitivité du secteur privé. Elle permettra également de mettre à la disposition des opérateurs une très grande capacité de l'ordre de 100 gigabits par seconde, alors qu'en 2015, tout le pays n'utilisait que 5 gigabits par seconde. La 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Les experts du domaine de toute l'Afrique de l'Ouest exposeront des produits de leur recherche. Les potentiels utilisateurs, populations, entreprises et industries sont invités à découvrir ces fruits de la recherche pendant 4 jours. La présente édition veut d'ailleurs mettre l'accent sur la collaboration entre ces deux parties. Cérémonie d'ouverture donc de FERCIT par l'ANVAR et l'IST avec Sanata Serré. Ce grand rendez-vous de la communauté scientifique et acteurs de l'innovation se veut être une tribune d'échange et de partage d'expériences entre chercheurs, innovateurs et potentiels utilisateurs. Il offre l'opportunité à chaque acteur de présenter à l'opinion publique son savoir-faire dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation. Cette année, les femmes et les jeunes sont à l'honneur à travers le thème « La recherche scientifique et l'innovation au service de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et des femmes dans la sous-région ouest africaine ».
dans les champs, dans les élevages, partout où vous passez, c'est la femme qui est au premier plan. Et regardez dans la ville de Ouaga, quand vous vous réveillez à 4h, 5h du matin, les premiers que vous rencontrez, soit en train de balayer les rues, soit en train donc d'aller chercher des légumes et autres, ce sont les femmes. Donc il était important qu'on cherche de l'innovation pour ces femmes-là. Prenez les femmes qui balayent la rue. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui au niveau de l'IRSAT au CNRST, ils ont un appareil à partir des tricycles qu'ils ont conçu qui est capable donc de balayer et de collecter, n'est-ce pas, les déchets. Donc la recherche s'occupe de tous ces aspects et la recherche est capable de nous donner les moyens de soulager les femmes et de soulager les jeunes et de leur permettre d'être des porteurs d'entreprises et des créateurs d'emplois. L'édition 2021 du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques à FAIRCIT est placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale. Alassane Bala Sakandé a, au cours de cette cérémonie d'ouverture, salué l'ensemble des efforts consentis par les acteurs œuvrant dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation au Burkina Faso. Il a par ailleurs ajouté que l'Assemblée nationale se porte garant d'assurer le parrainage des 2 prochaines éditions du FAIRCIT. La 14e et la 15e édition seront parrainées par l'Assemblée nationale et présidées, comme d'habitude, par son Excellence Monsieur le Président du Faso. C'est pour que sur ces 3 années, les 2 institutions de la République, la présidence du Faso et l'Assemblée nationale, puissent donner un coup de pouce à la recherche scientifique et à l'innovation au Burkina Faso. Vous avez vu un peu partout les startups qui sont créées par les jeunes. C'est à partir de là que le Burkina Faso va décoller. C'est à partir de là que le Burkina Faso va être autosuffisant. C'est à partir de là qu'il y aura la prise en compte des résultats de ces recherches-là pour que le Burkina Faso puisse faire un bond en avant, un bond quantitatif et qualitatif. Selon le président du comité d'organisation, plusieurs activités seront menées durant ces 5 jours pour marquer d'une pierre blanche cette 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Il s'agit notamment de conférences, de tables rondes, d'ateliers scientifiques et techniques, d'incubation et d'exposition. Et ce sont environ 200 stands exposant les résultats des recherches des technologies innovantes qui sont installés à l'université Joseph Kizerbo, site abritant le dit forum. Et pour en savoir davantage sur cette 13e édition du FAIRCIT, entretien donc avec Dr Nafissatou Ouedraogo, directrice du forum. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors le FAIRCIT, c'est donc un cadre de promotion des résultats de la recherche, des innovations et des inventions. Et cette année, vous mettez l'accent sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes en Afrique de l'Ouest. Exactement. Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier de nous recevoir sur votre plateau et surtout de nous permettre de communiquer autour d'une activité qui, je dirais, c'est l'un des plus grands événements du ministère. Et je profite de votre micro pour saluer le professeur Alkassoum Maïga et Dr Minata Traoré, qui sont les ministres des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, pour leur dévouement et engagement à faire des résultats de la recherche et des innovations un moteur pour le développement socio-économique de notre pays. Voilà, donc pour revenir à votre question, effectivement, c'est la 13e édition. Et le thème, c'est autour des jeunes, vous l'avez dit tantôt dans votre reportage. Et ce thème tire ses fondements du PNDS, qui est de développer le capital humain et également de dynamiser tous les secteurs porteurs d'emploi. Et nous avons voulu embarquer avec nous tous ces pays de la sous-région-là, afin de fédérer, c'est-à-dire de faire une synergie d'action pour que les résultats de la recherche et des innovations puissent être ce moteur-là qui va entraîner tous ces pays vers le haut, vers le développement. Oui. Et justement, cette édition, donc, c'est un cadre qui réunit les générateurs de résultats de recherche et les utilisateurs qui sont notamment les populations, les industries, les entreprises. Oui, alors le forum, il faut le rappeler, c'est une manifestation scientifique qui regroupe, comme vous le disiez tantôt, des chercheurs et également des innovateurs, qui se déroule chaque 2 ans sous le très haut patronage du président du Faso, qu'on remercie au passage pour être passé visiter nos stands d'exposition. Également le président de l'Assemblée nationale qui a été notre parrain pour cette édition. Alors,
Pardon, la question. Vous revenez donc sur le fait que le cadre de ce forum est prévu pour que les utilisateurs des résultats de recherche puissent rencontrer les générateurs. Oui. Voilà. Puisque des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, il en existe bel et bien au Burkina Faso. Et le ministère, à travers l'agence qui s'occupe de la valorisation des résultats de la recherche, ont pensé au FERCIT, qui est cette vitrine-là qui traduit la vitalité des programmes de recherche ou encore des résultats de recherche. Et c'est un cadre qui permet aux principaux utilisateurs de voir qu'est-ce que les chercheurs ont produit, qu'est-ce que les innovateurs ont produit, comment ils peuvent utiliser. Et également, on a des partenaires financiers qui sont à côté pour coopter ces belles choses-là et le mettre en valeur davantage. Le FERCIT 2021 marque le 25e anniversaire du forum. Oui. Quelles sont les activités qui sont prévues pour célébrer aussi cet anniversaire? Oui, la 13e édition du FERCIT correspond avec les 25 ans du FERCIT. C'est un âge d'argent et nous avons voulu innover. Et déjà, nous avons essentiellement 4 innovations pour cette édition. Premièrement, c'est la co-organisation, vous l'avez dit tantôt, avec l'IST, qui est une structure privée. Et cela, c'est pour montrer que la valorisation des résultats de la recherche, ce n'est pas uniquement le public, le privé aussi est engagé. Et je remercie au passage le directeur fondateur de l'IST pour cet accompagnement-là. Et à côté, nous avons délocalisé le FERCIT cette année au niveau de l'université Joseph Kizerbo, qui est l'université mère, et nous avons voulu nous rapprocher davantage de la communauté scientifique. Et également, c'est là où on a les jeunes au regard de la thématique. Vous avez tantôt également parlé du camp d'incubation, puisqu'on a un esprit également d'initier ces jeunes-là à la culture scientifique, à l'innovation, parce que nous sommes convaincus que c'est par là que le développement du Burkina Faso pourra se réaliser. Pour terminer, ce FERCIT aussi va primer les meilleurs produits à hauteur de 5 millions de francs CFA pour le premier prix. Ce sera donc à travers la nuit de la valorisation pour refermer cette 13e édition. Oui, voilà. Cette nuit, c'est également une innovation pour cette édition du FERCIT. Et on a voulu, au cours de cette nuit, mettre les premiers acteurs. Voilà, mettre les premiers acteurs sur les projecteurs et également les lauréats de cette édition. Voilà, puisque d'habitude, on n'avait pas l'occasion de faire une festivité autour de cette remise de prix-là. Donc, on a innové pour cette édition en initiant cette nuit de la valorisation. Et le premier prix, comme vous le disiez tantôt, c'est le prix du président du FASO, qui est à hauteur de 5 millions. Merci. Oui, allez-y. Excusez, nous avons également plein d'autres prix. Voilà, bon, je ne vais pas prendre la parole au nom du jury, mais en tout cas, ça promet. Voilà. Merci beaucoup, Dr Nafissatou Ouedraogo. Vous êtes directrice du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. FERCIT donc ouvert ce matin pour 5 jours. Oui, merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Et dans la suite de ce journal, prochain congrès des partis d'obédience sankaristes, donc en plein dans un processus de fusion du 30 octobre au 1er novembre prochain. Cette fusion sera officialisée et le président du nouveau parti fédéral sera élu. Cette démarche répond à une ambition de constituer un large front de gauche à même d'offrir une alternance crédible à la gouvernance au Burkina. Point d'une conférence de presse à ce sujet donc avec Nadine Zongo. Du 30 octobre au 1er novembre 2021 se tiendra le congrès de fusion des partis d'obédience sankaristes porté par l'Union pour la Renaissance, Parti sankariste Unir PS et le Mouvement patriotique pour le salut MPS. Ce congrès aura pour thème Union des forces progressistes comme alternative crédible dans la lutte contre l'insécurité pour le progrès du Burkina Faso. Un congrès qui aura également à son ordre du jour l'élection du président de ce nouveau parti. Si c'est le consensus tourne autour du président de l'UNIR PS, ce serait lui. Si c'est autour d'un autre camarade, ce serait ce dernier qui va être le président. Mais rassurez-vous, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est avoir des camarades qui vont conduire ce nouveau projet-là pour faire en sorte que
les aspirations du peuple qui a fait l'insurrection et qui pense que la vision sankariste, c'est ce qu'il manque au Faso. Nous pensons que c'est cette personne. Il faut travailler à avoir ces hommes et femmes-là pour pouvoir conduire la dynamique. À ce jour, et selon les conférenciers, tous les partis politiques qui adhèrent à la dynamique de fusion sont d'obédience sankariste, progressistes et membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Ces partis sont entre autres l'Union pour la Renaissance démocratique, Mouvement sankariste, URD-MS, la Convention des patriotiques Faso-Bara, CPPFB, et le Parti pour la justice et le développement, PJD. À ces partis s'ajoutent 2 organisations de la société civile. Cependant, la liste n'est pas fermée. Des partis peuvent toujours adhérer à la dynamique. Les partis qui ont adhéré, nous avons constaté qu'ils sont tous de la PMP. Mais sinon, nous n'avons pas fermé. On n'a pas fermé, mais le constat aujourd'hui, c'est que ça a été facile parce qu'au niveau de la PMP, les gens se parlent, ils se rencontrent, ils échangent. C'est ce qui a permis donc que rapidement la confiance est vite arrivée et nous nous sommes mis ensemble. Sinon, il n'est pas interdit, par exemple, à des partis de l'opposition de nous rejoindre. À ce congrès de fusion sont attendus des sankaristes et progressistes burkinabés et certains pays de la sous-région, à savoir le Niger, le Mali, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, la France et d'autres pays d'Europe. Ouverture ce lundi à Ouagadougou de la 11e édition des universités d'été des droits humains initiée par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA. Cette édition se penche sur les droits socio-économiques et culturels des jeunes à l'épreuve du Covid-19 et est l'outil des organisateurs pour contribuer au renforcement des connaissances et capacités d'action de ces jeunes justement à la matière. Sanata Seré. Ils sont une vingtaine de jeunes issus de la sous-région ouest-africaine à prendre part à cette session des universités d'été des droits humains du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA. Une rencontre qui vise, selon ses organisateurs, à favoriser entre autres le partage d'expériences en termes de sensibilisation et de plaidoyer sur les droits socio-économiques et culturels des jeunes. Il s'agit donc, lors de cette session, d'appuyer ses participants dans la conception et la mise en œuvre de projets entrant dans le cadre de la promotion de leurs droits. Tous les jeunes qui sont venus, ils vont repartir avec des projets conçus et en lien avec la thématique, c'est-à-dire ils auront chacun un projet qui vise à promouvoir les droits socio-économiques des jeunes à l'époque, en cette période de Covid-19. Les jeunes, que ce soit du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, en tout cas de la sous-région ouest-africaine, ont vu leurs droits brimés à travers les mesures barrières qui ont été prises, notamment la fermeture des frontières et la restriction de la liberté d'aller et venir. Aussi le droit à la santé, le droit à une alimentation. Disons que la COVID-19 a eu un impact sur ces droits-là. La représentante du ministre en charge des droits humains, tout en encourageant ces jeunes défendeurs de droits humains, a salué cette initiative du CIFDA. Pour elle, le thème choisi pour cette 11e édition des universités d'été des droits humains est important à plus d'un titre. Vous avez choisi, et à juste titre, de mettre au cœur de la session 2021 les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la Covid-19. Le choix de ce thème mérite d'être salué au regard de sa pertinence et de son actualité. Le département en charge des droits humains est ravi d'une telle formation qui permettra aux jeunes d'être mieux outillés sur leurs droits économiques, socio-culturels dans le contexte de la Covid. Cette université des droits humains a été possible grâce au soutien des partenaires techniques et financiers du CIFDA, à savoir le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits fondamentaux, CODAF. Depuis 35 ans que nous réalisons ces activités de renforcement de compétences, que les jeunes recherchent à être reconnus comme des acteurs de changement et ils ont besoin de renforcer leurs compétences, notamment en matière de gestion de projet et de plaidoyer et stratégie d'action. Ceci s'explique et on le voit aussi beaucoup dans la sous-région où les jeunes sont très actifs et nous venons ici avec notre boîte à outils de gestion de projet, stratégie d'action et plaidoyer pour pouvoir fournir ce soutien et ces besoins. Les jeunes qui prennent part à cette 11e session des universités d'été des droits humains viennent notamment du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire.
Les recommandations et les conclusions de la présente session sont attendues pour le 31 octobre prochain. En marge des journées de redevabilité du ministère de l'eau et de l'assainissement dans les hauts-bassins, le ministre Ousmane Nakro a procédé à une série de visites, d'installations et de réalisations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, Nassau, Bolomakote et Belleville, des quartiers de la ville de Sia, visités par le ministre lors de sa tournée. Les images dans cette correspondance de Joseph Koudougou. Les journées de redevabilité du ministère de l'eau et de l'assainissement se terminent avec cette sortie de terrain. Une visite des installations et réalisations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Ici à Nassau, 5 forages sont réalisés. L'objectif est d'apporter 2000 m3 par heure en vue d'augmenter la capacité de production de l'ONEA. Le projet est intitulé PAPEP, projet d'amélioration de la production d'eau potable de la ville de Bobo-Dioulasso. L'apport de ces forages, quand vous prenez 2000 m3, nous fonctionnons en moyenne 22 heures par jour pour laisser quand même les pompes reposer un peu. Donc vous avez 2000 multiplié par 22, ça vous fait dans les 44 000 m3 par jour. Donc le problème d'eau sera résidu, comme je vous ai dit. Nous avons, en plus de ces forages, 2 autres forages que nous avons fait à Pala et 2 autres forages dans la cour du SBT. Donc tout réuni, l'apport est très important. Ça peut nous amener, en tout cas, dans l'horizon 2030 ne sera pas atteint parce que vous voyez la croissance de la ville au niveau de la population, mais au moins les années 2028, nous pourrons franchir la barre sans difficulté d'eau au niveau de la ville de Bobo. Ce projet de renforcement de la capacité de production d'eau potable dans la ville de Bobo-Dioulasso est axé sur 3 lots. Le lot 1, c'est la réalisation carrément des forages. Et donc ça a été réalisé, donc c'est fini. Le lot 2, c'est l'équipement de tout ce qui est les forages. Donc là, on aura plus d'eau au niveau de l'eau, ce qu'on appelle, parce qu'il y a 2 types d'eau. On parle de l'eau brute. Donc on fait le traitement au niveau de la station de traitement de Nassau. Et après, on voit de l'eau traitée donc, jusqu'aux différents réservoirs à la population. Le lot 3, donc, c'est à lui de réaliser tout ce qui est canalisation. Donc de Nassau jusqu'à ici. Après Nassau, la délégation a visité une bonne fontaine, la bâche de stockage d'eau à la station de Bolomakote, le chantier de pose de conduite dans le quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Sur l'ensemble des travaux qui se chiffrent à environ 30 milliards de francs sur un prêt de l'Agence française de développement, pratiquement les 3 lots qui sont concernés sont en cours d'exécution. C'est vrai que pour la saison chaude qui va venir, nous n'allons pas dire aux populations que c'est la fin des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Mais je voudrais déjà rassurer les populations que les difficultés seront sérieusement améliorées. À terme, ce projet permettra de résoudre le problème d'eau dans la ville de Bobo-Dioulasso jusqu'à l'horizon 2030. Et pour la délégation ministérielle, cette visite s'est achevée avec une note de satisfaction. Et puis pour terminer, des informations des prochains Koundé d'or le 26 novembre. Le commissariat général pour sa 2e conférence de presse a annoncé ce matin que le Grand Prix serait décerné cette année à l'un de 5 artistes désignés, dont Sharp de Batoro, Sisbi, Desaltino, Imilo Le Chanceux et Amzi. En tout, 15 catégories avec 75 artistes nationaux et internationaux en lice pour donc les Koundé 2021. Les détails avec Fatima Tanikima. Voici les nominés pour le Koundé d'or de cette année. Amzi, Sisbi, Desaltino, Don Sharp de Batoro, Imilo Le Chanceux. Ce sont 5 artistes du Burkina Faso qui sont en lice pour le Koundé d'or 2021. Ce sont aussi ces artistes qui remplissent les critères de sélection établis par le commissariat général des Koundé pour cette 20e édition. Parmi ces critères de sélection dans la catégorie Koundé d'or, chaque artiste nominé doit avoir à son actif au moins 2 albums sortis et diffusés entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021. Selon le commissaire général des Koundé, c'est l'une des conditions qui a éliminé beaucoup d'artistes dans cette catégorie. 2 albums, je pense que c'est pas évident parce que vous savez que ce qu'on voit très souvent, c'est beaucoup de singles que les artistes font. Voilà, ils sortent moins d'albums, alors que quand même l'album c'est le coffre de l'artiste, ça montre que c'est un artiste complet
Voilà, donc, et c'est une catégorie qui n'est pas permis, ou il n'est pas permis, je vais dire, à tout le monde d'y être. Donc, pour y être déjà, il faut avoir du coffre. En plus des 5 artistes nominés pour le Koundé d'Or, ils sont plus d'une trentaine d'artistes burkinabés qui également vont à la recherche des prix principaux, et cela dans 9 autres catégories. Koundé du meilleur artiste traditionnel. Critères de nomination. Être un artiste ou groupe musical burkinabé, auteur d'une œuvre de musique traditionnelle sortie et diffusée entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021. L'œuvre doit être d'une bonne qualité technique et artistique et avoir connu un succès commercial et ou médiatique, médias, internet, espaces de diffusion, etc. Les nominés sont Babogo de Lobéry, Ensemble de Bolmakoté, Marie Gaëri, Nana Bibata et Zankou Madi. Les prix spéciaux divisés en 5 catégories sont dédiés aux artistes burkinabés vivant à l'extérieur, aux artistes étrangers et au featuring de l'intégration. Pour mémoire, le pays de la sous-région le plus représenté à cette 20e édition des Koundé est la Côte d'Ivoire. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h.